Vous allez gagner les élections. Comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Et c'est une occasion pour moi d'interpeller deux personnes de manière particulière. Maître Akere Mouna et le professeur Kamto. L'exercice de ce pouvoir est irrégulier. C'est à la prestation de serment qu'on devient chef de l'État. Non coupable, on l'a quand même arrêté. C'était quoi la raison? Non, il y avait comme une espèce de purge. Un prince ne peut pas être loin du pouvoir. Mais le temps dans un régime totalitaire, il n'admet pas les adversaires, il les broie. S'il y a un lion devant vous, ne dites pas que c'est l'hyène. Sache que c'est un lion. On affronte le lion comment? Le choix du candidat consensuel qui était John Fundi était orienté autour de trois choses principales. Vous pouvez être agrégé en tout ce que vous voulez. Si on ne vous a pas appris à dresser le lit, à laver les assiettes, à faire ceci, vous n'êtes pas éduqué. Pour aider la France, il fallait un territoire libre qui s'assume. Encore que Paul Biya venait de dire qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Lorsque vous inscrivez votre enfant à l'école maternelle, 3 ans, on apprend à l'enfant qu'il lui est possible de changer le sexe. Je lui dis d'accord, la politique va tout nous montrer ici. Nous avons un pays Bamileke, nous avons un pays Bamoun, nous avons un pays Bassar. Quel consensus il y a eu pour l'entrée de ces pays-là, de ces nations dans la République? L'héritage colonial français a 3 piliers, le mensonge, la corruption et la répression. Vous ne pouvez pas imaginer les vibrations spirituelles qui y sont. On a appauvri les Camerounais pour qu'ils passent le temps à chercher le pain quotidien. Aujourd'hui, je vous amène vers un invité qui incarne ce que nous appelons au village la sagesse. Nous sommes au soir du Cameroun où tout semble vouloir basculer. Et je vous amène vers un invité qui, grâce à ce qu'il va nous dire ce soir, va peut-être éclairer la lanterne des Camerounais. Bonsoir Bombo Bengan. Bonsoir chers amis, bonsoir à vos nombreux téléspectateurs et followers. Comment vous allez? Non, pour un Bombo, ce n'est pas sa personne qui compte. C'est le monde qu'il a la charge de coordonner qui compte. Et le Cameroun va mal, je ne peux pas faire comme si je ne voyais pas ça, donc je vais mal. Ok, Bombok, vous qui avez vécu les élections de 92, parce que notre émission aujourd'hui est beaucoup plus centrée sur ces deux époques. Nous sommes partis de 82. En 92, il y a eu des élections. Ce qui se passe, est-ce que 92, 2025, c'est du déjà vu? Oui, un pincement au cœur. Et c'est une occasion pour moi d'interpeller deux personnes de manière particulière. Maître Akere Mouna et le professeur Kamto. Je suis parmi des gens, des Camerounais, qui faisaient partie du pôle de la collecte des résultats en 1992. Et les gens qui coordonnaient ce pôle étaient Maître Akere Mouna et le professeur Kamto. C'est vrai que le professeur Kamto se mettait trop en retrait parce que son statut d'intellectuel, donc quelqu'un qui ne voulait pas faire comme s'il prenait place, mais il y était. 2 semaines avant, c'est-à-dire que le lendemain de la convocation du corps électoral, bon, Tandem on a dit à Akere, vous allez gagner les élections. Comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Akere dit, mais papa, répondez, comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Il ne répond pas. La même question se pose là. Vous gagnez les élections, vous faites comment pour prendre le pouvoir? J'ai reposé la même question à Akere Mouna. 2 reprises pendant tout le temps. Je lui ai dit, mais on était à 2 en 1992. Tu n'as pas encore répondu à la question de papa. Donc, vous parlez de l'observation que nous avons à partir de 92. Ceux qui sont partis aux élections ne se sont pas préparés pour gagner les élections. Par voie de conséquence, ils ne savaient donc pas, même si la victoire arrivait, comment ils allaient faire pour prendre le pouvoir. 92 à aujourd'hui, nous avons dégringolé malheureusement. Parce qu'en 92, le choix du candidat consensuel qui était John Fundi était orienté autour de 3 choses principales. La première chose, c'est qu'on choisit quelqu'un qui peut jouer la transition. La transition démocratique ne doit pas être dans l'impasse. Ça veut dire quoi? Le multipartisme qui vient doit conduire à un environnement démocratique. Or, il y a le multipartisme, il n'y a pas de démocratie. Comment parvenir donc à avoir un environnement démocratique? Il fallait un président de la République qui n'est pas trop allé à l'école. Fundi obéissait ça. Il a été plus que courageux et téméraire. Il a affronté au moment où tous les docteurs, les professeurs qui étaient au social-démocratique avaient pris peur. Le 26 mai 1990, il déclare qu'il a un parti politique, alors même qu'il est président de la section du Rassemblement démocratique camerounais, peuple camerounais, RDPC, de la Mesam. John Fundi. John Fundi, oui, au moment où... Il était du RDPC. Président de la section du Mesam.
Et c'est d'ailleurs, il est populaire parce que c'est un ancien président du PWD de Bamenda. Quand Dynamo de Douala bat PW de Bamenda dans la finale de la Coupe du Cameroun en 1979, c'est John Fundi qui est président du PW de Bamenda, les gens ne le savent pas. Donc, c'est un nom populaire. Comment donc amener un nom populaire, prendre ça? Ça fait que ça prépare les intellectuels de cet appareil-là, y compris les anciens hauts fonctionnaires de l'État, Samuel Bois, ici Vaudor et tout le monde, bon, pour voir que la transition de 3 ans qu'allait faire, pour que les institutions démocratiques soient mises en place, et ils s'éclipsent pour qu'on organise les vraies élections présidentielles. Avec chacun viendrait avec un programme politique. Ayant échoué à ça, il fallait donc que la même opposition se réorganise pour revenir à ça. Mais on est resté avec un schéma d'union pour le changement, d'accord. Mais les données ne sont pas les mêmes qu'en 92. On revient, ce n'est pas les mêmes. Donc, en fait, on est revenu dans ce qu'il fallait rejeter. Bia must go, ce n'est pas un programme politique. Donc, on a donc voulu surfer sur le mécontentement populaire pour faire passer un candidat. Parlant de ce candidat, quand vous observez la figure d'Issa Chiroma, est-ce que vous voyez en lui un écho de John Fundi? Pas du tout. Issa Chiroma Bakary, c'est un personnage extrêmement versatile. Je dirais même, il suit le vent. Mais il se dit qu'en 84, il était parmi les résistants. D'après ce que j'ai appris de l'histoire, il était parmi les D'abord, résistants. il avait été, un année, oui, il avait été arrêté lors de la tentative de coup d'État 6 avril 1984. Il avait d'ailleurs été déclaré non coupable et il devait être libéré. Il a été libéré par le tribunal militaire, mais sauf qu'on l'a maintenu en prison pendant 7 ans. Là, c'est peut-être ce document que les gens ne voient pas. Le tribunal militaire avait déclaré qu'on le libère. Il était non coupable, mais on l'a quand même arrêté. C'était quoi la raison? Non, il y avait comme une espèce de purge des gars du Grand Nord qui étaient, bon, je pense à l'époque, ils travaillaient à la régie Fercam comme au cadre de la Société nationale des chemins de fer, la régie Fercam. Bon, on l'a arrêté dans ce cadre-là. Mais vérification faite, enquête faite, le conseil de gouvernement, le tribunal militaire a estimé qu'il n'avait pas de charges qui le mettaient, qui prouvait en fait. Prouvait qu'il était même de près, et ça s'est avéré, il n'était pas impliqué dans ce coup d'État-là. On l'a déclaré libre, mais malheureusement, on ne l'a pas laissé libre. Il est resté 7 ans en prison. Il faisait partie des intellectuels de ce côté. Je n'en sais rien. Là, c'est pourquoi le pouvoir l'a maintenu en prison inutilement, je n'en sais rien. Donc là, on va dire le combat de M. Issa Chiroma par rapport à celui de John Fundi, c'est d'une autre nature. Non, c'est d'une autre nature. D'abord, Issa Chiroma, il a joué un mauvais jeu en 92. Il a milité à l'Union nationale pour la démocratie et le progrès du NDP, qui avait eu 70 députés en mars 92. Les tractations au sein de l'UNDP font que Bello Bouba avait tenu à être Premier ministre, parce que quand Bello Bouba rentre de Nigeria, et Kaduna où il était, je fais partie des gens qui l'ont accueilli. Je dirais même à l'hôtel Arcade et à Bounadjo. Donc, je fais parmi des gens qui l'ont accueilli. Bello Bouba nous a dit, je suis un prince ne peut pas être loin du pouvoir. Donc, même étant dans l'Union pour le changement, le parti de l'opposition à l'époque, on savait. Donc, la première bataille était quoi? Était d'associer le pouvoir, qui était, donc le premier ministre était Sadou Ayatou, pour qu'il récupère de manière maladroite l'UNDP. Ce qu'il a fait en janvier 92. Il l'a fait. C'est des gens avec Bedzigui qui ont cassé la dynamique de l'opposition en 92. On ne peut pas l'oublier. Quand les négociations commencent donc avec le boycott du SDF pour les élections du 1er mars 92, lui là, il s'en sort avec 68 députés. Il veut le poste de Premier ministre. C'est bon. Biya sort fait Kodok 18, Bello Bouba 68, et MDR de Dakole Daïsala 6. Bon, quand Dakole a vite donné les 6, le RDPC qui avait 88, bon, on a dit, Biya dit, j'ai déjà la majorité, donc Bello, il peut attendre. Dans les tractations internes, donc Bello dit, dois être Premier ministre. Il a dit, j'ai réfléchi. Mais sauf que par derrière, Biya continue les négociations parce qu'Amadou Moustapha, il avait d'abord été ministre de l'urbanisme quand Biya prend le pouvoir. Et qu'est-ce qui embarrassait donc le choix de Biya également, c'est que sur la liste que Bello Bouba propose, il y a un non-ressortissant du Nord qui s'appelle Abanda Metogo Valère. Paul Biya dit, si je nomme les ministres UNDP, tous doivent être ressortissants du Grand Nord.
Bello dit, non, mais j'ai un ancrage, j'ai un maillage territorial à faire, l'UNDP est un parti national, d'accord, non. Et au cours de cette tractation, il est prévu que Issa Chiromoa doit rester le secrétaire général du parti, avec rang et prérogatives des ministres. Là, il faut d'abord rappeler qu'à cet instant, il faisait partie de l'UNDP. Oui, il était élu député UNDP. Maintenant, ça n'aboutit pas. Même Paul Biya forme le gouvernement. Il faut aller aux élections d'octobre 1992. C'est après ces élections donc que d'autres négociations recommencent. Déjà, Kodok entre en scène parce que Kodok fait basculer la loi électorale à l'Assemblée nationale où son député, son camarade, le professeur Melonet, avait apporté un amendement. Tout le monde était d'accord, y compris les députés RDPC. Élection présidentielle à 2 tours. Encore que Paul Biya venait de dire qu'il est le meilleur élève de Mitterrand. Contre toute attente, Kodok monte, il enlève cet amendement. L'UPC n'est pas pour l'élection à 2 tours, l'élection à 1 tour. Tout le monde est surpris. Kodok. Mais je vous dis, et on applaudit. On applaudit. Nous sommes là en 1992, je vous dis. Et bon, les négociations continuent donc, entre les deux. Kodok Bello, qui va. C'est là où Issa Chiromoa avec Amadou Moustapha pense que Bello est rigide, il doit être Premier ministre. On dit non, bon. Et ils entrent donc au gouvernement. Que les élections présidentielles 92 passent, ils entrent au gouvernement. Bello décide de les exclure. Il crée l'Alliance nationale pour la démocratie, le progrès, l'ANDP. Le problème se pose encore. Il reste là, à un moment donné, ça ne marche pas et tout. Donc, quand il entre au gouvernement, ministre des Transports, ainsi de suite. Donc, c'est un personnage versatile. Moi, je ne peux pas lui faire confiance, pas du tout. Mais après, en tant que Mbombok, est-ce que vous ne pensez pas que 33 ans plus tard, le citoyen ou l'homme qu'il est peut avoir changé et décidé de rejoindre la lumière? Nous ne sommes pas au niveau des croyances, nous sommes au niveau de la connaissance. On connaît l'homme, on sait qu'il ne peut pas changer. Il est l'un. Bon, l'autre compère est décédé, Antar Ngassangai, il était secrétaire d'État à l'administration territoriale. Ils ont cassé la dynamique du Grand Nord. Je pense que c'était en 2004, il y avait ce qu'on appelle mémorandum au Grand Nord. On relevait les problèmes de pauvreté qu'il y a dans tout le Grand Nord. Mais c'est Issa Chiromoa qui a cassé ce mémorandum-là. Il est entré au gouvernement. Il en est sorti là 2 mois avant la présidentielle. Il dit qu'il va être... Attendez, je ne peux pas. Si vous parlez de croyance, je ne peux pas. C'est un type pareil. Je ne peux pas lui donner du crédit. Quelque chose, parce que nous, les indigènes, nous aimons vous lire. Lorsque vous regardez le volet social de ce que l'Union pour le changement a proposé, j'ai ri. Vous allez lire le point 5.2. Lever toutes les barrières sociales liées au genre. Et donc, nous on lit. Lever toutes les barrières sociales liées au genre. Moi, je vois derrière la légalisation de l'homosexualité. Lorsque vous allez en Occident aujourd'hui, que ce soit l'Europe occidentale ou l'Amérique du Nord, donc Canada, États-Unis, il n'y a plus de père-mère. C'est parent 1, parent 2. Lorsque vous inscrivez votre enfant à l'école maternelle, 3 ans, on apprend à l'enfant qu'il lui est possible de changer le sexe, s'il veut. Et on le fait devant vous. Maintenant, comme nous sommes dans un pays sous-développé, on va vous dire « Ah oui, l'éducation de la jeune fille est montée, descendue. » Non, mais dans un environnement où, dans ce pays, on vous parle de mariage pour tous. Mais lorsque vous dites mariage pour tous, ils éliminent la polygamie. Ça n'a pas de sens là. Donc, quand nous, c'est cela, nous savons lire entre les lignes. Donc voilà un autre aspect, je dis bien 5.2 dans le volet social du programme de l'Union pour le changement. Comment Anissé Ikane? Je peux comprendre pour Alice Nkom, elle est dans l'accord de Maputo est monté et descendu, mais Anissé Ikane, Djekam Tchamini, mettre ça dans un truc. Bon, je lui dis d'accord, la politique va tout nous montrer ici. Vous savez, pendant vos 9 ans que vous passez à Equinos, nous étions contents de regarder vos émissions parce que, comme là maintenant, je suis sûr que les téléspectateurs sont très concentrés. Vous parlez avec le détail, les dates, vous citez les noms. Quelqu'un dit que c'est un livre. Donc vraiment, c'est un plaisir pour nous de pouvoir discuter de notre histoire, parce que c'est notre histoire. À travers nos différents contenus, on souhaite vraiment pouvoir éclairer nos camarades qui ne connaissent pas l'histoire du Cameroun. Vous savez, justement, le Cameroun a dégringolé, je veux dire, a eu une mauvaise orientation après les élections de la loi cadre du 26 décembre 1956, parce qu'on parlait de l'autonomie interne Cameroun. La France avait joué un mauvais jeu
Depuis d'ailleurs le 27 août 1940, on pourra revenir là-dessus. Parce qu'en fait, la vraie indépendance du Cameroun, c'est le 27 août. Parce que vous avez indépendance, vous avez avenue du 27 août sans le savoir. De Gaulle avait prononcé son discours à l'esplanade de ce qui est aujourd'hui Chambre de commerce à Bonanjo. De Gaulle s'enfuit en Angleterre, il n'a pas de territoire. Churchill lui dit, on peut t'aider, mais tu es un individu. Même l'Afrique coloniale est prise. La capitale de l'Afrique équatoriale française, c'était Brazzaville. Brazzaville était prise. Donc, était devenu Pétainis. Pétain avait signé l'armistice. Il ne restait que le Cameroun et le Tchad. Un capitaine arrive ici, capitaine Leclerc de Haute-Loc. Ce n'est pas l'autre Leclerc. Les Camerounais entrent dans la mafia. Il faut accueillir un De Gaulle arrive. On fait de lui colonel. C'est-à-dire, on triche. 3 bandes. On fait comme si, on prend 2 épaulettes et on ajoute là, il devient colonel. La mémoire que le de Heurt Clock est à la salle de la poste centrale Bonanjo. Voilà le faux entre. Mais on prépare quand même l'arrivée de De Gaulle. C'est tout dit, prononçons ce discours. La France libre avec le Cameroun libre. Ça veut dire qu'en fait, pour aider la France, il fallait un territoire libre qui s'assume. Mais sauf que la France donc gagne la Deuxième Guerre mondiale. On oublie que le Cameroun doit être indépendant. Voilà le premier hic. La charte atlantique, pacte de l'Atlantique, dont la naissance de l'ONU et de l'OTAN arrive. Oumniobé fait d'ailleurs un texte là-dessus. Quand on arrive, les accords de tutelle ont dit les anciennes colonies allemandes qui avaient été sous mandat de la Société des Nations doivent être sous la tutelle des Nations Unies. Mais la France met un bout de phrase. C'était le 13 décembre 1946. Pour le Cameroun et le Togo. Elle l'administrera comme partie intégrante du territoire français. On n'a jamais été une colonie française. Voilà où le problème se pose. C'est donc là la naissance de l'UPC qui parle de cette autonomie. Comme Oum dit donc, qui reprend le parti, dit nous devons être indépendants 10 ans après la signature des accords de tutelle. Les accords de tutelle étaient signés le 13 décembre 1946, donc en 1956, le Cameroun devait être indépendant. C'est pour ça qu'on apporte donc la loi que vous appelez la loi des garçons de fer, pour donner une autonomie interne en disant que ah oui, mais bon, on va voir, on va apprécier, est-ce que les indigènes là sont déjà un peu évolués? Ils sont prêts à se diriger eux-mêmes et tout. Non, diriger, oui. Est-ce qu'ils sont un peu évolués? C'est ça. C'est pour ça que moi, je suis toujours indigène. Je ne suis pas évolué. Donc, l'UPC étant interdite depuis le 13 juillet 1955, du moins le gouvernement français qui est dirigé par un certain Guy Mollet, il signe un décret qui crée l'État du Cameroun le 16 avril 1957. Donc l'État du Cameroun est né par un décret français. Il dit à l'article 2, le jour où les Camerounais se réuniront, ils décideront de ce que c'est là leur État. Jusqu'aujourd'hui, en 2025, il n'y a jamais eu d'assemblée constituante pour que les Camerounais décident de quel État ils ont. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un pays Bamileke, nous avons un pays Bamoun, nous avons un pays Bassa. Quel consensus il y a eu pour l'entrée de ces pays-là, de ces nations dans la République? Voilà la question centrale. Donc avant même de venir, et non, on veut être fédéraliste, nous sommes un État colonial. Donc la nature même de l'État fait problème. Même en 2025. Mais nous sommes dans quel État? Vous avez vu les élections qui sont passées. Le sentiment communautaire est très élevé. Ah, Bello Bouba, pourquoi il ne peut pas s'entendre avec son frère? Bon, et eux là-bas ils disent donc, bon, Bello Bouba dit, il est Peul, moi je suis Peul. Issa Chiroma a un côté Aoussa. Un Peul ne peut pas désister au profit d'un Aoussa. Vous gérez ça comment? D'abord, le fait de dire que ces deux frères du Nord doivent s'entendre, c'est un programme politique ça? C'est pas un programme politique. Voilà les choses qui nous mettent dans l'absurdité. Donc, cela étant mis depuis 1957, l'indépendance du Cameroun oriental, 1er janvier 60, n'a pas résolu le problème. La réunification 1er octobre 61 non plus. La création du parti unitaire le 1er septembre 66 avec ce qu'Aïdjo a dit, la construction de l'unité nationale, ça ne nous amène nulle part. Donc, l'État unitaire devient obsolète. Vous ne pouvez pas enlever le sentiment communautaire. Or, en 82, Aïdjo devait faire quelque chose de fondamental que Paul Biya avait d'ailleurs répété en 83, mais c'est resté dans les tiroirs. On a organisé à Yaoundé 2 colloques sur l'identité culturelle camerounaise. Mais heureusement, il était question d'apprendre aux Camerounais les humanités classiques africaines. Qui vous êtes? Qui sont les peuples? Voilà la dimension. On ne sait pas. Donc, aucun peuple là ne connaît son histoire. Nous nous sommes retrouvés tout comme ça.
Même le nom Cameroun, les Portugais donnent ça. Donc, en fait, c'est un nom qui doit être changé, comme on a fait avec la Haute-Volta pour devenir Burkina Faso. C'est cela. Et le Cameroun a 2 hymnes nationaux. Là, les gens ne le savent pas non plus. Au Cameroun, berceau de nos ancêtres, n'est pas la traduction du Cameroun d'Aoké de leur Faras. C'est 2 hymnes différents. On a juste coordonné le son, la musique. Mais c'est 2 hymnes différents. Donc, quand vous êtes dans cet environnement-là, c'est ça qu'on voulait résoudre en 1992. On n'a pas pu. Il fallait donc reprendre cette dynamique-là. Mais étant dans un régime totalitaire, il n'admet pas les adversaires, il les broie. On est un peu rentré dans l'histoire, on revient un peu en 2025. Je vais toujours rebondir sur cette histoire entre Issa Chiroma et John Fundi. Nombreux sont les Camerounais qui pensent que Issa Chiroma, qui semble être un repenti, est le nouveau John Fundi dont il peut mener le Cameroun à bon port. Est-ce qu'en 92, vous pensez que, à votre étape, à cette époque-là, 33 ans plus tôt, est-ce qu'en 2025, vous pensez que l'issue de ce qui se passe actuellement, ce que nous observons, est-ce que Chiroma, selon vous, avec la sagesse, est-ce que vous pensez qu'il peut conduire le Cameroun là où il dit pouvoir nous conduire à la terre promise? Non. John Fundi, oui, il pouvait le faire. Parce que ce qui est, également, on ne le dit pas généralement, nous avons eu les hauts cadres de l'armée, de la police qui ont démissionné pour venir dans l'opposition. Bon, je ne vais pas citer les noms ici parce qu'il y en a qui sont encore vivants. Voilà. Et surtout, qu'ayant atteint ce niveau-là, vous êtes astreint à l'obligation de réserve. Donc, ce n'est pas moi de le dire, mais ils démissionnaient de manière, j'allais dire, tonitruante, ne se cachait pas. Vous avez vu qui démissionner de manière plus pour se rallier à Chiroma? Mais il se dit que ce sont des hommes en tenue qui le gardent. Mais il devait dire, à l'époque, il y avait le chef, le coordonnateur des mi-émigration à Douala qui avait démissionné. Il dit, je ne suis plus commissaire de police, j'ai ma ligne. Il y en a qui se sont alignés derrière Samuel Lebois. Et puis, c'était un ambassadeur. Donc, c'était qui? Mais petite parenthèse, Bombok, parce que je ne connaissais pas ce côté de l'histoire. Et ça m'amène à vous poser une question. Ceux-là qui ont démissionné et que par la suite, le pouvoir est toujours resté aux candidats sortants de cette année-là, de cette époque, qu'est-ce qui s'est passé pour eux? Est-ce qu'ils ont retourné leur poste ou... Ils n'ont pas retrouvé leur poste. C'est justement là où j'ai dit, Fundi a eu une maladresse. Ayant cette auréole-là, et le pouvoir avec les Bello Bouba et les Kodok, les Bédrigui qui avaient déserté, il fallait qu'il relance la réorganisation de l'opposition. Encore que l'UPC Manidem, qu'il avait investi comme candidat, avant même que le SDF ne l'investisse, l'avait investi comme candidat, il devait reprendre. Mais il sort un jour et dit, I cannot talk with the small political parties. Attendez ça. Son successeur l'a dit, je pense, il y a 4 ou 5 ans. C'est la voiture qui entre dans l'avion. L'avion n'entre pas dans le vol. Quand vous venez avec des éléments pareils, ça veut dire qu'il n'avait pas de maturité politique pour reconstruire l'opposition. Mais il avait quand même... Il s'est senti au-dessus, en fait. Voilà. Précisément parce que quand il commence à revendiquer la victoire volée, autre chose qu'on lui reconnaît, c'est qu'il a refusé d'être encadré par les Américains. Ils lui ont proposé des armes pour rendre le Cameroun un gouvernement, il a refusé. John Fundi, il y avait par exemple l'ambassadeur américain à l'époque, Francis Cook. Fundi a refusé. Il a refusé. Est-ce qu'on fait la même proposition à Chiroma? Je n'en sais rien. Mais toujours est-il que la mobilisation autour de Fundi avait un programme. La mobilisation autour de Chiroma n'a pas cessé, j'allais dire, c'est la colère. On fait un vote sanction. Lui-même, et je ne vois pas, je veux dire, dans l'appareil de l'État, je n'ai pas vu même un ancien ambassadeur dire que je soutiens Chiroma. Un colonel retraité ou je ne sais pas qui le dire. Mais pour Fundi, ça courait la rue. Tel ancien colonel, tel ambassadeur, tel était aux Nations Unies, tel avait travaillé dans TIC. Il s'est aligné. Fundi. Donc il y a un différent. Moi, je ne prends pas. Il est en train de jouer, comme on dit, dans nos cerveaux. Mais il se dit aussi en 92 que M. John Fundi aurait perdu son âme parce qu'il n'est plus vivant. Il se dit qu'il aurait, entre guillemets, rejoint ce système-ci. Les gens disent des choses. C'est possible, puisque en 1997, Bello Bouba amène John Fundi à boycotter l'élection présidentielle d'octobre 1997. Et c'est la seule élection présidentielle que Paul Biya a gagnée. Qu'est-ce qui se passe? La commission justice et paix de l'Église catholique sort
une proposition de loi électorale consensuelle. L'opposition s'en empare, veut imposer à l'Assemblée nationale. L'UNDP, il y a 70 députés là-bas, il faut donc faire des trucs. Malheureusement, Bello Bouba refuse. Kodok aussi refuse. On les refuse. Frundi, donc, qui est dans l'opposition, veut l'élection. Parce que Frundi avait participé, le SG va participer aux élections législatives de mai 1997. On l'amène à boycotter. Comme Paul Biya n'a pas voulu boycotter. Et c'est là où on l'a eu. Bello Bouba boycotte l'élection, Frundi aussi. Sauf que le 7 décembre 1997, Bello Bouba entre au gouvernement. Il y est jusqu'à 2 semaines avant le truc. Donc quelques mois plus tard. Oui, oui. Le 7 décembre 1997. Et Bello Bouba amène aussi l'un des gars, le professeur Henri Ogbendine, qu'il avait soutenu en 1992, d'entrer au gouvernement. Et il l'amène parce que la candidature de Ogbendine avait été rejetée en 1992. Il ne justifiait pas d'une résidence régulière au Cameroun. Il fait ses 2%. Lui aussi, il entre au gouvernement le même jour que Bello. Mais bon. Qu'est-ce qui explique qu'un homme aujourd'hui refuse d'aller aux élections et quelques mois plus tard, il rejoint ce même gouvernement en tant que C'est là où... Est-ce qu'il n'y a pas quelques accords souterrains au préalable avant? C'est pour ça que je vous expliquais l'arrivée de Bello Bouba au Cameroun. Je suis un prince n'est pas loin de pouvoir. Ça veut dire qu'il va se réconcilier avec son grand frère Paul Biya. Comment consolider le pouvoir de Paul Biya? Il faut donc amener John Frundi, qui aurait gagné en 92, de ne plus se présenter en 97. Il dit, mon frère, alors ne nous présentons pas. Voilà, tout à fait. Mais là, il abandonne la route et tout ça. Est-ce que c'est, j'allais dire, cette trahison-là qui ont amené Frundi à calmer le jeu? La chose est sûre, c'est que Frundi a dit, non, j'ai évité la guerre au Cameroun. Je pense que nous devons actionner au niveau des institutions, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais l'autre volet, c'est que au sein de son parti, ceux qui étaient des intellectuels, professeurs, docteurs et tout ça, n'ont pas été des militants politiques. En fait, leur problème, c'était d'évincer l'analphabète. Et là, alors, au sein du parti, l'article 8.2 le prenait. Donc, en fait, ils s'auto-excluaient parce qu'il y a une conduite, il y a ce qu'on appelle la discipline du parti. Quand vous êtes parti, vous avez des instances dirigeantes, c'est là où vous portez les décisions. Chez eux, c'est le National, comment ça s'appelle, le NEC, National Executive Committee. Le NEC, quand vous êtes là, vous n'avez pas eu les voix nécessaires, vous attendez le prochain NEC. Mais quand vous portez atteinte à la personnalité du président, les textes organiques du parti vous frappent. En 1992, en fait, à l'époque, on accusait déjà le parti, on accusait déjà le régime actuel de tripatouiller les résultats. En 2025, on retrouve toujours ces mêmes plaintes. Et les CAM, la Cour constitutionnelle. Est-ce que le Cameroun a changé ou c'est seulement l'histoire qui se répète? L'histoire se répète. D'abord, l'héritage colonial français a 3 piliers. Le mensonge, la corruption et la répression. Les élections législatives de l'Assemblée législative camerounaise qui se sont déroulées le 17 juin 1951, le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Nous sommes là en 1951. Vous voyez donc que l'héritage des élections... Le nombre de votants était supérieur au nombre d'inscrits. Et ce sont ces mêmes choses qu'on revit aujourd'hui. Voilà. Donc quand vous êtes donc opposant, c'est pour ça que je vais faire une virgule. Vraiment, permettez ça. Parce que la seule personne qui m'a semblé avoir préparé l'élection aussi, c'est Cabral Libi. Je le dis comme les gens sont communautaires. Oh, bon, il est né tribaliste, c'est son frère. Je m'en fous de ça. Il dit, comment nous allons protéger le vote? C'est cela. Il dit, on a failli prendre mes votes, n'allais pas être député. Voilà comment j'ai menacé. Comment mutualisons les forces pour... Sur cette façon de prendre le pouvoir, oui, j'ai gagné, comment je prends le pouvoir? Voilà. Il dit, comment vous allez faire? Oui, le procès verbal est quand même fait foi, mais au moins apporter le vôtre. Si vous êtes donc 2 qui avez le même PV, vous allez confondre. Nous avons eu ça ici en 2013, où les gars du SDF et de l'UPC ont apporté des procès verbaux qui ont validé, par exemple, les élections comme conseillers municipaux, des Libi Lobé, les papiers Lobé. Mais là, on parle de conseil municipal, mais... J'ai dit même à l'élection présidentielle, vous ne pouvez pas, Issa Tiroma a gagné, d'accord, mais est-ce qu'il peut prouver qu'il a gagné? Monsieur, ils disent que le procès verbal qui fait foi, ce procès verbal de l'ECAM. Apporte d'abord le tien.
Mais ils ont diffusé sur les réseaux, non, papa? Non, c'est sur les réseaux qu'on compte les résultats. Ils ont diffusé les résultats, ils ont diffusé leurs procès-verbaux à Mondovision. Vous savez donc dire qu'ils font du banditisme politique. Il n'y a pas de Mondovision. Pourquoi vous attendez que le Conseil constitutionnel proclame les résultats? Pourquoi ils viennent siéger là? Et l'ECAM a dit près de 31 800 bureaux de vote. Il les a sortis, il a même sorti des bureaux de vote des casernes. Envoyez vos... Si vous ne pouvez pas, quel est le parti qui est mieux représenté là-bas? Ça veut dire que son PV, nous l'aurons. Mais ils ne mutualisent pas. C'est parce que, voilà, école publique d'Aqua, quelqu'un a filmé au bureau, au tableau. C'est ça que vous venez oui, montrer. mais ce n'est pas que ça. Ils ont publié aussi parce que il par fallait exemple, dans mon apporter bureau de ça vote, à la Commission nationale de recensement général des votes pour montrer que les CAM n'ont pas suffi. Là maintenant, vous avez donc la preuve matérielle que le magistrat de la commission départementale d'abord, la commission mixte départementale, a fauté. Et vous faites mention pour que la Commission nationale de recensement général de vote refuse. Vous avez donc des éléments. bon, mais sur 31, près de 32 000 bureaux de vote, bon. vous n'avez pas 16 000 bureaux de vote. Vous Papa. commencez à dire 18 députés et 18 départements ont 80. Non, on ne peut pas faire ces statistiques-là. Moi, je suis contre cette manière de faire. Mais bon, on se dit aussi, tout à l'heure vous avez parlé de, par exemple, la question que le père avait posée au fils. Avait posé au fils Mouna. Vous allez gagner les élections. Comment vous allez faire pour prendre le pouvoir? Est-ce qu'on ne peut pas aussi mettre cette façon de faire dans une stratégie politique où on sait que c'est l'État qui organise, qui est arbitre, juge, tout. Est-ce que on le sait donc. Quand on le sait, on s'organise comment? Je vous ai dit tout à l'heure, le pouvoir totalitaire de Yaoundé, il sait que on obtient le pouvoir par les élections. Donc la dévolution du pouvoir passe par les élections. Il fait tout pour organiser les élections de manière anormale. Vous savez donc que les élections sont organisées de manière anormale. Quelles sont les mesures que vous prenez pour que ces élections organisées de manière anormale, je puisse les coincer? C'est ça dont je dis. Est-ce qu'ils n'ont pas donc dans ce qu'ils ont fait où ils enregistrent des procès-verbaux venant de leurs représentants? Non, ce n'est pas comme ça. C'est pas dans la rue. C'est pas dans la rue. C'est l'organisation. Moi, je condamne ça. Mais est-ce que nous ne sommes pas dans une certaine contradiction où, d'un côté, on sait que celui-ci joue le ballon avec l'arbitre. Nous aussi, on utilise notre stratégie. Est-ce que, connaissant que la commission, le conseil constitutionnel, tous appartiennent à l'organe qui est l'État, qui organise les élections, est-ce que ce n'était pas la seule façon de pouvoir se défendre à Mondovision en disant, voici pour nous, et que si Elekam contredit, il montre aussi que, ok, ce que vous avez montré, voici, mais pourquoi est-ce que Elekam aussi ne rend pas public les résultats? Prenons justement sur cette base-là. Vous savez que Elekam est pour eux, pour le pouvoir. Le Conseil constitutionnel est pour vous. Ça vous empêche d'avoir des arguments de droit. Pourquoi ça devrait vous... Justement, il faut donc faire la différence entre la colère et l'activisme politique. On a un pouvoir qui veut conserver. Comment on s'organise? Vous savez, je l'ai dit, même à Cabral qui aime parler du Sénégal, je lui ai dit arrêtez ça. Le Sénégal est multipartiste depuis le 4 février 1976. Mon mentor, Tchekanta Diop, avait un parti, Rassemblement National Démocratique. Il n'a jamais gagné les élections. À ce moment, il a dit, l'essentiel n'est pas d'être en colère et nombreux. Il est important d'être éduqué et organisé. Le problème, c'est l'organisation, mais pas le pasteur. Oui, parce que là-bas, il y a une organisation qui sous-tend cela. 32 000 bureaux de vote. Je ne peux pas, moi, Issa Chiroma, avoir 32 000 scrutateurs. Gars, venons, nous sommes 11. Voilà. Qui est mieux représenté ici ou là? Voilà comment on s'organise. De telle manière que vous ayez vos 32 000 PV. Là, maintenant, vous les confrontez aux faux procès-verbaux de l'ECAM. Où est-ce qu'on va confronter Bonbon? Commission mixte départementale, Commission nationale de recensement général de vote. Quand les deux commissions-là ne vont pas, c'est là où on fait donc mention et on va au contentieux avant la proclamation des résultats. Au contentieux, voir qui? Chez qui? Mais c'est les mêmes gens qui ont validé les candidatures, non? Pourquoi vous allez à une élection et les gens là ont validé ta candidature? Ils ont rejeté les autres, vous y êtes allés. Maintenant vous dites, ils m'ont validé mais je ne vais pas accepter les résultats qu'ils vont proclamer. Ça veut dire qu'en fait, c'est vous qui n'êtes pas sérieux. Si vous n'êtes pas sérieux. Bon, je vais vous poser une question. Oui. Est-ce que vous pensez qu'on est dans un état de droit? Non. Est-ce que vous pensez que, bien qu'ayant les arguments, les éléments, ce serait validé? Non, on ne fait pas le si en politique. Le si, on ne fait pas l'histoire avec les si.
Si on faisait l'histoire avec les si, les Allemands auraient dit, si on savait, on n'aurait pas attaqué l'Union soviétique pendant la période de l'hiver, puisque l'hiver les a bloqués. On s'organise, on sait que depuis le 17 juin 1951, les élections ne se sont jamais bien organisées au Cameroun. Aïdjo Emi parle français, mais Biya qui est encadré, qui est. On s'organise comment? Les gens sont dans ce que les intellectuels m'appelaient le lumpem radicalisme. Vous savez, lumpem veut dire quoi? Le lumpem, c'est un texte marxiste. Lorsque Karl Marx est venu avec ses idées nouvelles au milieu du 19e siècle, les prolétaires, il y a eu la naissance des syndicats. Comme ils ont commencé à revendiquer les choses, quand ils venaient en réunion avec les patrons, ils venaient en haillons. C'est pour ça qu'on parle de lumpem prolétariat. On leur a dit, vous n'êtes pas obligés de venir en haillons. Donc quand on parle donc de lumpem radicalisme, c'est des populations qui sont habillées en haillons cérébraux. C'est pour ça qu'on confond la colère et l'activisme. La colère, c'est la colère. Regardez au Sénégal, quand les gens font les marches, pourquoi on ne tire pas? Parce que derrière, il y a un autre groupe qui vient avec les sacs poubelles. Tu as bu l'eau, tu as jeté, il vient prendre le sac et met. Tu as bu un yaourt, ils prennent le sac et met. Tu as mangé les biscottes, ils mettent. Donc la manifestation finit à 18h, les rues sont propres. Ici, on peut faire ça ici. Vous voyez, c'est ça. Mais bon, est-ce que vous, qui êtes un homme d'histoire, est-ce que depuis 30 ans, il y a déjà eu une autorisation de marche pour l'opposition dans ce pays? Non, c'est pour cette raison donc que à ce moment-là, nous avons donné, moi particulièrement, je leur ai dit, demander, faire des déclarations de manifestation, inonder le tribunal administratif des plaintes. Ça veut dire, je prends le cas de Nietzsche que j'aime citer régulièrement. Organise une manif, utilisez même l'église. Et là, j'ai condamné l'église catholique romaine. Vous avez vu, pourquoi l'église catholique romaine vous amène à voter le diable, alors que pendant 7 ans, ils ont passé à vous amener à construire les grottes mariales, les presbytères, les paroisses. Alors que le simple fait que certains hommes battent leurs femmes à mort, ils ne peuvent pas mobiliser les dames apostoliques pour cela. À Tango, c'est comment vous appelez un désir à Tango? Faire les enfants avec ses filles. Avec ses enfants. Bon, pourquoi l'église ne peut pas prendre ça? Les églises, même en général, l'église catholique avec les dames apostoliques, les églises protestantes avec elles disent, qu'est-ce qui se passe? Quel est ce diable qui est ici? Donc, ils organisent autour de cela. Voilà comment on forme la conscience politique des citoyens, autour de cela. Mais quand vous dites même le diable, ça veut dire qu'en fait, vous personnalisez les choses. Est-ce que ce n'est pas symbolique d'une souffrance exagérée? Ça veut donc dire que c'est vous qui dites la colère est mauvaise conseillère. Et pourquoi vous vous mettez donc en colère, sachant que vous aurez de mauvais conseils? Ne vous mettez donc pas en colère. S'il y a un lion devant vous, ne dites pas que c'est l'hyène. Sache que c'est un lion. On affronte le lion comment? C'est cela. Donc, on a un truc, mettons-nous moins en colère. L'organisation et la formation est très importante. Inondons les tribunaux administratifs des plaintes contre les violences faites aux femmes, contre les violences faites aux jeunes filles. Il faut que ce soit les députés et les maires, et peut-être même les églises. On interdit, risque de trouble à l'ordre public, vous saisissez le tribunal administratif. Est-ce que le tribunal administratif, dans l'histoire de tous ceux qui ont voulu faire des marches, n'a jamais été saisi? Mais ils saisissent de manière sporadique. C'est pas comme ça. Saisissez-les de manière... Vous avez les médias aujourd'hui. Voilà donc les choses. À ce moment-là où ces magistrats vont se dire, mais attendez, ces gens-ci quand même. Le jour où on organise en disant, l'Église catholique organise sa marche de protestation contre les violences faites aux femmes. Bon, les non-politiques qui viennent là, il est peut-être membre du conseil paroissial. On ne peut pas le faire, ça c'est l'Église qui va. Et là, la police est obligée d'encadrer. Et là, les gens marchent. Ils ne vont pas lancer les cailloux à gauche, à droite. Et c'est ce qui s'est passé en Amérique latine pendant les années 50. C'est ça qui est à l'origine de ce qu'on appelle la théologie de la libération. La théologie en Afrique ça coquine de manière incestueuse avec le pouvoir. Ici, à Douala, la cathédrale Saint-Pierre et Paul à Bonadibon, les prêtres tiraient sur les syndicalistes là, dans les années 45-50. Ils sont là, ils tirent sur les syndicalistes, les cheminots qui revendiquaient les droits. Les évêques du Cameroun avaient écrit contre l'UPC en 1955, en leur disant fuyez ce parti, au point où ils avaient même influencé l'église protestante, qui avait excommunié Oumniobé. Mais Oumniobé dit, mais attendez, si j'étais athée, je ne serais pas venu signer ma carte pour prendre la Sainte Seine.
On dit, on s'en fout, tu es communiste. Karl Marx a dit que Dieu n'existe pas. Je dis, mais je suis communiste depuis quand? Si j'étais communiste, je ne serais pas venu. Donc, voilà, quand l'Église vous met là, et vous commencez à les suivre, voter le diable. Non, je ne peux pas cautionner cela. Former les gens, éduquer-les, organiser-les. Les thèmes sont légion. Laissons même la corruption, les violences faites aux femmes, aux jeunes filles, au tout. Bon, le peuple croit de moins en moins aux institutions censées garantir la démocratie. Selon vous, qu'est-ce qui explique cette perte totale de confiance? Parce qu'il n'existe pas de société civile au Cameroun. C'est la société civile qui forme à la citoyenneté. Ce ne sont pas les partis politiques, malheureusement. Vous verrez qu'il est interdit aux magistrats, aux policiers, aux gendarmes de faire des syndicats. Vous verrez que le syndicat, même des enseignants ou de personnel enseignant et de médical et tout ça, pourquoi leur voix ne porte pas? Ça veut dire qu'au Cameroun, nous avons les populations. Nous n'avons pas encore de citoyens. Le citoyen, c'est celui qui sait revendiquer ses droits. Nous n'en avons pas. On a appauvri les Camerounais pour qu'ils passent le temps à chercher le pain quotidien, au lieu de s'engager pour les problèmes de la collectivité, de la collection. C'est là le problème. C'est cela. Et on a mis tout l'espoir sur les hommes politiques. Alors qu'un pays comme la France, qui a plus de 60 millions d'habitants, n'a pas 1 million de militants politiques. Mais regardez l'élection présidentielle en France. Ça mobilise 45 millions de personnes. Macron était élu. 6 mois après, il y a eu les gilets jaunes. S'il n'y avait pas eu Covid-19, ils iraient là. Peut-être Macron serait parti. Mais même malgré le deuxième mandat, vous voyez ce qui se passe en France. C'est la société civile. C'est elle qui forme la citoyenneté. Nous n'en avons pas. Il n'y a pas de loi qui régit le syndicat. Ça n'existe pas. Le mouvement syndical au Cameroun est encadré par un décret de 1993, plus le décret d'application qui a dit « Oh, c'est pas normal ». Donc, nous n'avons pas d'appareil qui forme la citoyenneté. Puisque les hommes politiques nous disent « Et les Kamsebia, et les tout, c'est bon ». Nous tous, on se lance à ça. Aucune formation. C'est-à-dire que même les modes d'organisation pour faire face aux turpitudes de l'ECAM ou du Conseil constitutionnel, on ne sait pas. Même au niveau de football, vous verrez, c'est cela. Vous verrez que c'est un enseignant qui va dire au proviseur que mon collègue n'est pas venu aujourd'hui. Donc voilà. Parce que le syndicat, quand on dit on organise un mouvement de grève de 2 jours, pendant les 2 jours, leur salaire ne passe pas. Par exemple, s'il gagne 100 000, bon, je ne souhaite pas qu'il gagne 100 000, ça veut dire qu'on compte le nombre de jours, on enlève ça de ton salaire. Donc, la loi qui régit les syndicats doit ressortir ça. Donc, le syndicaliste sait que si j'ai fait une grève de 10 jours, j'aurai moins 10 jours de mon salaire. Oui, à ce moment-là, il a pris l'engagement de le faire. Ça veut dire également que ceux de ses collègues qui ne vont pas, ils auront affaire avec eux. On va les frapper au niveau du syndicat. C'est ça l'organisation sociale. Donc, genre, vous êtes maintenant obligé d'aller. Absolument. Ou d'adhérer. Ou alors, si vous n'êtes pas syndiqué, parce que vous n'avez pas voulu adhérer au syndicat, lorsque les collègues disent mouvement de grève, on ne veut pas, vous restez à la maison, vous ne venez pas au travail. Vous perdez aussi les indices, les salaires que les collègues, les syndicalistes vont perdre. Et qui récupère cet argent? Non, c'est l'État, ne récupère pas. Et là maintenant, vous pouvez donc revendiquer l'âge de départ à la retraite. Elle dit, on ne va plus à la retraite à 60 ans, on doit aller à la retraite à 65 ans. Parce que quand un enseignant a 60 ans, il a de l'expérience, il a. C'est plus... Voilà comment ça se fait. Mais nous, on n'est pas là. On n'est que mon frère est en haut, il m'a nommé, je vais... Voilà. Pensez-vous que la résistance actuelle, incarnée par Chiroma et soutenue par le peuple, peut réussir là où celle de John Fundi avait échoué? Non, ça ne peut pas réussir. Le problème, c'est que ça donne une fébrilité au sein de l'appareil gouvernant. Donc, le RDPC et ses partis alliés, plus l'appareil étatique, parce que les fonctionnaires, il y en a qui ne s'engagent pas, mais comme on est dans un régime totalitaire où ils ne peuvent pas s'exprimer, ils sont contraints à un type de comportement. Mais même eux, ils ont donc commencé à dire « Ah, ça risque de. » Donc, c'est ce risque de là qui pourra produire les effets plus tard. Mais si l'organisation et l'éducation n'accompagnent pas ce mouvement de colère et de vote sanction, le pouvoir peut se réformer comme le mouvement capitaliste. Vous voyez comment le capitaliste, lorsqu'il y a des soubresauts et tout,
il se réorganise et se consolide. Donc, face à la résistance de M. Tiroma, le pouvoir aussi est en train de chercher les moyens pour se consolider. Hier et aujourd'hui, et sûrement peut-être demain, et peut-être des jours qui sont venus avant, il y a eu des mots d'ordre de grève. À côté de ça, on a vu des éminents messieurs de la nation demander aux gens, par exemple, d'ouvrir leur boutique. Est-ce que c'est là une stratégie du gouvernement de contrecarrer? C'est une mauvaise stratégie. Là où la note positive dans ce qui s'est passé, même le maire a dit, je vais sceller, voilà. S'il scelle, ou si le sous-préfet, le maire scelle, c'est la répression. Ça, c'est l'héritage colonial français. Et là, pour en briser les scellés, vous êtes obligé de saisir le tribunal. Là, c'est une ordonnance de justice qui va vous amener à lever les scellés. Et là, l'autorité administrative ou l'autorité communale va dire hostilité contre la République. Vous allez faire comment? Peut-être vous n'avez pas ouvert parce que vous aviez peur. Peut-être vous n'avez pas ouvert parce que vous adhérez au mouvement de grève. Parce que là aussi, on ne peut pas le dire. Le seul élément positif, mais malheureusement, j'ai l'impression que même l'opposition, le peuple camerounais ne voit pas ça. J'ai vu presque partout, même ici à Douala, les officiers causer avec la population. Voilà l'élément positif. Mais est-ce que l'opposition sait comment capitaliser ça? Malheureusement, non. Même en Nebel, là, au niveau de Nkololoun, lorsque, comment ils appellent ça, quand ils émettent de la gendarmerie est sortie, les gens se sont accrochés. Simplement parce que le capitaine qui était là, causait, disait non, cher ami, marchez, ne tirez pas, on ne va pas vous tirer dessus. Vraiment. Quand les populations, ils se sont accrochés sur le cas qu'on appelle vulgairement Mamiwata. Et vous avez vu, ils roulaient doucement, ils ne cassaient pas. Mais quand, au niveau du commissariat du 6e arrondissement, on a commencé à vouloir même casser des trucs. Et au niveau de la brigade de gendarmerie de Nkolonga, on a dit, mais attendez. Au niveau, papa, principalement, j'y étais de passage. Je dis pas ce que j'ai vu, mais ce qui m'a été rapporté là-bas sur le terrain. Les manifestants nous ont dit qu'à la base, ils passaient. En fait, ils n'avaient pas l'intention de casser. Eux, ils passaient. Seulement, ils ont trouvé la gendarmerie et la gendarmerie les a coupé le chemin. Et les a demandé de retourner chez eux. Et eux, ils ont donc forcé pour passer. Et c'est là où c'est parti comme c'est fini. Ça veut dire, venez donc, on dit quoi? Un citoyen éduqué, la peur du gendarme est le début du commencement de la sagesse. Quand vous trouvez une barrière, ne les attaquez pas. Vous ne savez pas s'ils ont l'autorisation de tirer ou pas. C'est pour ça qu'ils commencent par les gars. C'est pour ça que je vous ai dit que moi j'apprécie tous les commissaires qui sont ici dans les commissariats centraux et le colonel commandant de la gendarmerie littorale. Parce que ce qu'ils ont commencé, c'était ça. Gars, rentrez. Sachez-le. Vous, si vous ne voulez pas rentrer, vous voulez rester là même toute la nuit, d'accord, parlementer. C'est comme ça que ça se fait. Est-ce que ça ne pouvait pas être encadré autrement? Encadré autrement, comment? Il faut un leader. Il faut un leader. Encadré, comment? Qui vous met en route? C'est nous, non, ça n'existe pas. Là-bas, on vous dit que l'appel à manifestation est fait par la France Insoumise, par le syndicat 2. C'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça. Si on dit la fédération de Douala 2, du FRNC, appelle à un, d'accord. On sait qui sont les responsables. Ils se viennent et disent, on ne casse pas. Nous, on vient seulement chanter, Tiroma président, Tiroma président. Il n'y aurait pas eu de problème. Quand vous poussez, vous voyez généralement les forces de maintien de l'ordre reculent aussi un peu. Ils ne viennent pas vous attaquer. Quand vous progressez vers eux avec vos chants, ils reculent, ils reculent, ils reculent. Parce que les gens ne savent pas lire les codes. C'est une manière d'adhésion. Et c'est ça que les opposants ne veulent pas pouvoir récupérer. Ils devaient donc partir de là pour former leurs militants et les populations. J'ai vu ça à Garoua aussi. Et ce que j'ai vu sur les réseaux sociaux, est-ce que le capitaine du Birla était obligé de dire qu'il vient de l'Ouest? J'ai dit oui. Parce qu'il a dit, je suis ici à Garoua. Qu'est-ce qui m'amène ici? C'est le drapeau. N'est-ce pas, on a regardé le match de Real ensemble. Est-ce qu'on a un problème entre nous? Si vous voulez marcher, nous on n'est pas Yaoundé, marchez, mais ne cassez pas. Bon, vous avez donc des gars comme ça. Il dit, si vous me lancez, ma famille aussi peut perdre quelqu'un. Même par rapport au fait que je me rends compte que dans ma famille, j'ai au moins 20 personnes. Vous voulez me tuer, je vous tue. Ce n'est même pas parce que le supérieur est cherché. Voilà les trucs. C'est ça que les manifestants doivent intégrer. C'est cette éducation à la citoyenneté là qui manque. Et quand vous voulez commencer à faire ça, on dit, ah, on vous a vendu, on t'a fait ci. Bon, d'accord. C'est pour ça que nous autres, qui causons avec les ancêtres, on nous a dit, on s'éclipse, on vous laisse votre champ. Okay, bon, en 92, la rue était le théâtre de la colère. En 2025, c'est à la fois la rue
et les réseaux sociaux. En 92, les gens étaient beaucoup plus éduqués. Les gens ne cassaient pas en 92? Non. Lorsque Frundi, les Bois, d'abord ils étaient devant. C'est eux qui étaient devant. Vous pouvez casser comment? Il y avait derrière un autre mouvement de carton jaune, carton rouge. C'est-à-dire, c'était une manière de mobiliser, de demander au peuple de contribuer à la révolution. Les quelques cas qu'il y avait, oui, il y a souvent des trucs, mais là, c'était organisé. On vous dit, on va marcher de tel jusqu'à la salle de fête d'Aqua. On fait le meeting, on se sépare à 17 h parce qu'on ne voulait pas le meeting de nuit. Voilà comment ça se faisait. Mais maintenant, quelqu'un qui ne sait rien du tout, peut-être il n'a même pas voté. Il pense que le clavier lui donne la possibilité d'insulter même le prix Nobel de la paix. Vous voyez, c'est cela. Donc là, maintenant, nous sommes dans l'absurdité totale. Certains disent plutôt que les réseaux sociaux nous aident parce que ça permet aussi d'anticiper sur certaines choses, ça permet de rendre public ce qui était privé aussi rapidement. On ne doit donc pas rendre public. J'ai dit non. Moi, je suis contre la manière débrider des réseaux sociaux, trop de mensonges. Malheureusement, les réseaux sociaux ont tué aussi le journalisme. Les réseaux sociaux devaient être un champ d'échange, mais c'est devenu un amphithéâtre du désordre. Et donc, lorsqu'un peuple n'est pas éduqué, vous allez lui donner toutes les télévisions du monde, c'est des chamailleries. Donc, regardez les plateaux télé des enseignants. Quand on n'est pas éduqué, parce qu'il a dit qu'il y a une différence entre l'éducation et l'instruction. Vous pouvez être agrégé en tout ce que vous voulez. Si on ne vous a pas appris à dresser le lit, à laver les assiettes, à faire ceci, vous n'êtes pas éduqué. Vous ne saurez pas laver les assiettes. Donc c'est cela. Comment on parle en public, vous ne saurez pas. Vous allez dire, ah mon docteur, bon, ne me dis pas ça, toi tu es qui? Vous me dites ça. C'est ça le manque d'éducation. Or, il est agrégé. Et donc ça, il est instruit, mais malheureusement, il n'est pas éduqué. Ok, bon, que devons-nous retenir entre ces deux époques, 92 et 95, pour que l'histoire dans l'avenir ne se répète plus? Même à l'école primaire, la première chose qu'on demande, c'est l'observation. Qu'est-ce qui se passe au Cameroun? Il se passe que le renouveau a confisqué le pouvoir. Le renouveau est dans la répression, dans le mensonge, dans la corruption. On s'organise comment pour renverser la situation? Parce qu'en politique, c'est le rapport de force. Le rapport de force, ça veut dire qu'on était 10 hier, on doit être 100 demain. Ça veut dire quoi? On passe par la mobilisation de tout le corps social. Ça veut dire on permet que les corps de métier s'organisent et revendiquent leurs droits. C'est tout ce qu'il faut faire. L'organisation et l'éducation, c'est tout ce qu'il faut faire. C'est là où le courage viendra. Et c'est ça qui permet de recruter, même au sein de l'appareil gouvernant, l'éducation et l'organisation. Enfin, Monsieur Bonbon Bengan, la dernière question c'est, vous qui avez tout vu, tout entendu, que diriez-vous aujourd'hui à ceux qui croient encore que notre Cameroun est possible? Que diriez-vous en tant que la sagesse? Les gens ne connaissent pas le Cameroun. Le Cameroun, avant que la terre ferme commence, c'est l'eau. Nous avons l'océan Atlantique, nous avons le lac Tchad. Et du côté de mon Cameroun, nous avons 5 fleuves qui se joignent d'abord entre eux avant de se jeter dans la mer. Les gens ne savent pas. Or, les Kata chinois, il y a 300 000 ans, savaient ça et ils étaient venus faire. Ça veut dire quoi? Il y a la Sanaga, le Mungo, le Vouri, la Kwakwa et la Bimbia. Comment Dieu peut faire ça? Voilà donc, même sur le plan, nous, les initiés, nous savons ce que ça donne. Ça veut dire que les vibrations qui viennent de là, plus celles que je joins au Mont Cameroun, et le Mont Cameroun, c'est là où part ce qu'on appelle la chaîne montagneuse de l'Ouest, qui va jusqu'au Tibesti, au Tchad. Vous ne pouvez pas imaginer les vibrations spirituelles qui y sont. Quand ça vient donc le lac Tchad et avec l'océan Atlantique, donc le Cameroun est un espace spirituel très élevé. Mais sauf que dans la spiritualité, ça va sous forme de spirale. Il faut donc être sur la spirale et non être dans le tourbillon. Vous voyez comment le tourbillon en classe, c'est cela, verrez ça. À l'intérieur de la spirale. Donc sur le plan spirituel, c'est cela. Or, nous sommes dans un tourbillon. Comment être dans la spirale? Et la spirale part des fonds de la terre. C'est-à-dire quand vous dites que la terre de nos ancêtres soit légère, les gens ne comprennent pas ce que ça signifie. C'est pour ça que nous les initiés, nous ne disons jamais « Papa repose en paix », puisque papa ne se repose pas. C'est là où il est, il a perdu le corps physique et le corps spirituel
qui sort donc sous forme de spirale, qui se joint au soleil. Est-ce que nous sommes donc en mesure de porter nos souffrances, les transformer en opportunités? Voilà ce que c'est pas. Or, l'Éthiopie l'a fait. Lorsque Haïlé Sélassié a constaté que l'Éthiopie a causé la risée du monde, il a dit « Wonderful, je suis quand même une vieille civilisation ». Il a appelé les prêtres indigènes, traditionnels, il a dit « On fait comment ?» Il a dit « Voilà les rituels que nous devons faire ». L'Éthiopie est revenue. C'est d'ailleurs pour ça qu'en choisissant Addis Abeba en 63 comme siège de l'OUA, c'était pas donné. Donc voilà ce qu'il faut faire. Mais est-ce que les gens qui sont dans des loges sataniques permettent à l'espace camerounais de s'éclaircir? Voilà le combat. Voilà où se trouve. Est-ce que nos universitaires savent même que le vent qui passe là, c'est des équations différentielles? Ils ne savent pas. Je vous dis seulement c'est cela. Donc sur le plan historique, le Cameroun a tout. C'est pour ça que, vous le voulez ou non, tu aimes le pays. C'est pour ça que les Oumioba avaient dit à l'époque, l'UPC est l'âme immortelle du peuple camerounais. Vous voyez comment il est émietté. Elle est émiettée. Mais comment les Abdourahman viennent venir à l'UPC? C'est parce qu'il y a certaines vibrations, le Cameroun détient certaines vibrations qui ne sont pas partout dans tous les pays. Et malgré même pour rejoindre par rapport à l'UPC, toutes ces époques-là, que ce soit 92, que ce soit 2025, il y a toujours des acteurs majeurs qui sont venus de l'UPC pour porter les autres. C'est comme ça, parce qu'ils ont été formés. Et le sang qui a coulé, Wanje l'a dit, le sang de martyrs est une sémence de la révolution. Comment transformer donc ça, le sang de Oum, de Wanje, de tout ça? Comment leur parler pour vous donner courage et pour gagner ce combat-là? C'est là le problème. Parce que comme en 2025, il y a eu 51, qui est une continuité. Donc, il faudra aussi que ceux qui veulent gagner le Cameroun ou voir le Cameroun jaillir doivent s'inspirer de ces martyrs. Ça veut dire évitons de nous insulter, de nous dénigrer. Sachons que nous sommes différents. Je ne suis pas d'accord avec mon frère ou ma soeur. On passe d'abord sur le volet qui nous unit. On liquide ça. Parce qu'on construit une nation par la recherche du consensus. On ne construit pas une nation en développant les différences. Ce n'est pas possible. Le Cameroun est une nation plurielle. Nous n'avons pas eu un consensus pour créer la République et l'État. Nous y sommes entrés de manière accidentelle. Donc, nous qui sommes allés à l'école plus que nos parents des années 40 et 50, essayons donc de voir. Donc, nous avons toutes les chances pourvu qu'on quitte l'absurdité. Ne nous dénigrons pas, ne nous insultons pas dans cette différence. Merci beaucoup. Merci. Nous étions avec le Bombor Bengan. Grâce à lui, nous avons voyagé à travers l'histoire. J'espère que vous aussi, chez vous, derrière votre écran, derrière votre téléphone, vous avez voyagé avec nous. Parce que discuter avec le Bombor, c'est magique. Je suis sûr que vous avez ressenti ces vibrations que nous avons ressenties sur le plateau. Il y a les gens là, ils sont placés derrière les caméras. Ils sont figés, concentrés depuis plus de 30 minutes. Et merci vraiment, Bombor, merci. C'est un plaisir pour nous. Nous avons créé ce concept qui s'appelle Un peuple, une histoire, justement pour aller à la rencontre de notre histoire. Aujourd'hui, sur les réseaux, il y a des gens qui font des choses, mais nous avons choisi de nous concentrer sur qui nous sommes. Qui nous sommes et où allons-nous? C'est ça le chemin de Un peuple, une histoire. Merci vraiment d'apporter votre pièce. C'est un honneur pour nous de vous recevoir et vraiment merci. Merci, Ricardo. Je promets vraiment aux téléspectateurs, vraiment sous l'accord du Bombor, parce que ce n'est pas toujours facile de rencontrer ce monsieur. Je vous dis qu'il y aura des émissions, il y aura beaucoup de podcasts qu'on va faire avec notre papa. Je suis Cyril Vadel Assomo, votre humble serviteur qui vous a amené rencontrer notre père Bombor Bengan.